Donc, bienvenue à toutes et tous et merci à nos trois invités qui ont accepté de jouer le jeu du pas de côté avec nous. Nous avons imaginé de vous rassembler parce que, évidemment, vous avez quelques points communs et en particulier votre vision décloisonnée, interdisciplinaire, votre vision grand angle qui sera sans doute un sujet de discussion. Et puis aussi parce que chacun à votre façon, vous avez un lien au musée, soit par la pratique du commissariat d'exposition, de la performance dans les espaces d'exposition, parfois d'objets de collection. On discutait avec Mourad à l'instant de sa présence dans l'exposition Corps Rebelle que vous avez vue ce matin, citée dans les exemples immersifs par Christian. Et puis aussi un lien au musée d'une façon un peu décalée avec Raphaël sur un explorateur de version dématérialisée. On va peut-être faire ce pas de côté supplémentaire encore tout à l'heure. Donc, je vais simplement présenter nos trois invités pour introduire la rencontre avant quelques questions. Masha Makeyev, bonjour. Vous êtes autrice, dramaturge, metteuse en scène, scénographe, accessoiriste, costumière. Bref, votre univers artistique embrasse toutes les dimensions du théâtre. Votre goût pour les objets et leur histoire est aussi un lien au musée, puisqu'il vous entraîne du côté de l'exposition, que vous concevez comme une forme de spectacle à part entière. Donc on va discuter de cela ensemble. On peut voir en piste actuellement au MUSEM jusqu'au mois de mai. Ça vaut le voyage, je vous encourage à faire le voyage. Mourad Merzouki, vous êtes un pionnier de la danse hip-hop, vous êtes chorégraphe. Vous explorez les frontières du genre à la rencontre des musiques baroques, des sports de combat, du cirque, des arts numériques et bien d'autres choses encore. Vous repoussez volontiers les limites physiques de la scène et votre relation à l'espace tient une place originale dans votre œuvre. On peut vous voir un peu partout en Europe. À la volée, je vous cite quelques spectacles qui tournent actuellement. Pixel, Vertical, Folia, Phoenix, Zéphyr. À voir en France, en Espagne, en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Serbie. Il y a sans doute encore d'autres pays, mais cela ça fait déjà un beau voyage. Raphaël Granier de Cassagnac, vous êtes écrivain de science-fiction, vous êtes concepteur de jeux vidéo, vous avez fondé aussi votre studio qui s'appelle Sci-Fun Games. Vous êtes fondateur et directeur de la chaire Sciences et Jeux vidéo de l'École Polytechnique. Et ce n'est pas tout, vous êtes aussi chercheur, physicien au CERN, spécialiste des particules, je crois, et directeur de recherche au CNRS. À la croisée de la création, de la recherche, et de la valorisation, votre démarche interroge les notions mêmes de narration et d'immersion. Donc on peut vous lire aux éditions Mnemos un livre qui s'appelle Resilient Thinking, je crois que c'est le dernier en date. Et puis on peut jouer avec vous aussi, avec un jeu dont on va parler qui s'appelle Exographer, qu'on peut télécharger pour Switch, PS5, Xbox, etc., etc. C'est un peu dans notre univers des sciences naturelles un spécimen de votre genre, peut-être une nouvelle espèce qu'on rencontre aujourd'hui. Nous réfléchissons depuis ce matin à la notion d'immersion et à ses effets sur le visiteur en termes d'expérience culturelle, d'expérience émotionnelle, sensorielle, etc. Notre discussion ne va pas nous emmener sur un rapport trop théorique avec ces questions-là. On va plutôt être dans une approche de discussion et peut-être concrète, illustrée, pragmatique et surtout inspirante. Vous avez des visions différentes, mais je pense convergentes, en tout cas a priori, pour penser une pratique commune de l'immersion, peut-être, au service du sens, au service de l'appropriation des savoirs, au service du beau aussi et du plaisir. On a, je crois, conclu la séance de ce matin sur cette notion de plaisir et plaisir de la découverte. Et j'aimerais aussi que cette rencontre soit une rencontre un peu pratique, réaliste en tout cas, sur la façon dont peut-être, par l'inspiration, pour imaginer transposer des choses dans le travail de muséographie. Donc peut-être que c'est à la fois sur des choses faisables, transposables, pas irréelles en termes de budget, etc. Enfin, ça, on ne va pas faire une mallette pratique, mais c'est intéressant aussi de se poser ces enjeux-là. Donc, pour démarrer quand même,
On a évidemment posé la question de l'immersion et on s'est rendu compte aussi à travers les dernières questions que c'était une définition pas facile à cerner et qu'on ne l'a pas encore trouvée. Peut-être qu'on ne la trouvera pas, mais en tout cas, j'aimerais vous poser cette première question de ce que c'est que l'immersion pour vous. Quel regard vous portez dessus? À quoi elle peut servir? Est-elle nécessaire également? Et puis, pour prolonger cette première question, au musée, et ce matin, on l'a bien vu, on emploie beaucoup de thèmes liés à l'univers du théâtre, du cinéma, de la littérature. Donc on parle de mise en scène, on parle de scénario, on a parlé de boîte noire, de plateau, de narration, etc. Ces emprunts au théâtre, au cinéma ou à la littérature, quel regard vous portez dessus? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet-là? Peut-être Raphaël. Merci pour ton introduction. Ouais, alors, plusieurs personnes, même dans le public, l'ont demandé c'est quoi l'immersion à la fin. Il y a plein de formes d'immersion, je pense qu'on l'a bien vu ce matin avec beaucoup d'illustrations assez différentes. Il y a l'immersion spatiale, c'est souvent à celle-là qu'on pense en premier quand on est dans ce genre d'endroit, c'est-à-dire la 3D, voir en 360 autour de soi, c'est l'immersion spatiale, on est immergé dans un espace physique. Il y a l'immersion sonore, on en a parlé aussi ce matin. Il y a deux immersions qui pour moi manquaient un peu au débat ce matin, mais en fait pas complètement. C'est l'immersion imaginaire, parce que moi souvent je pose la question à des publics comme vous, de quel est le média qui pour vous est le plus immersif. Réfléchissez 2 secondes dans votre tête, je ne vais pas vous demander la réponse, je vais vous demander la réponse qui sort souvent, c'est le livre. Et il y a plein de gens qui répondent ça, qui disent ah, moi le média dans lequel j'arrive à m'immerger le plus, c'est le livre. Et ça, c'est l'immersion imaginaire, c'est-à-dire qu'on est en fait on reçoit très peu d'input sensoriel, juste des lignes écrites. C'est pas grand-chose, hein, il n'y a pas de son, il n'y a pas de trucs à 360 et tout ça. Par contre, on suscite l'imagination, et l'imagination est un vecteur extrêmement puissant d'immersion. On peut s'immerger dans sa propre imagination de façon extrêmement forte. Et tous les médias, quelque part, ont recours à ce truc-là, à susciter chez le spectateur une immersion imaginaire. Et l'autre, mais qui est presque beaucoup plus pour tous les deux, c'est pour moi l'immersion que j'appelle empathique, je vais dire. C'est-à-dire l'immersion dans ce que font d'autres gens, donc vos danseurs, vos acteurs. Et pour moi, cette immersion-là, elle est aussi clé. C'est vraiment, enfin, voir du spectacle vivant, pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, en plus de tout le reste, hein, il y a évidemment du visuel, de l'audio et tout ça. Mais il y a ce truc de quelque part se mettre à la place de l'acteur, du danseur, et être immergé dans ce qu'ils sont en train de faire en fait devant soi. Donc, j'ai pas dit grand-chose en disant ça. Pour moi, quand on parle d'immersion, ça vaut le coup, et merci d'avoir posé la question au début, de définir de quoi on va parler, parce qu'en fait, il y a plein de formes d'immersion extrêmement différentes. Macha ? Ce que je voulais dire, c'est l'immersion. Pour moi, c'est un déplacement déjà. Par exemple, du théâtre, si on passe du théâtre avec cette frontalité, avec s'asseoir dans cette géométrie que j'aime tant, dans l'obscurité, venir s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et face à des gens qui vont vivre en même temps, dans le même temps réel, se consumer ensemble, c'est ça le théâtre, ou la danse, c'est ça le spectacle vivant. Et passer de cette scène-là à une autre, qui est celle qui est vraiment une autre scène, celle du musée, celle qui est proposée à l'exposition, à l'installation. Quelquefois, c'est des spaces spécifiques dans des endroits presque interlopes, hein, c'est pas du tout forcément des grands musées. C'est juste un déplacement. Et moi, ce qui m'apparaît tout de suite comme une chose importante, c'est la place du corps humain. Le corps humain dans le dispositif frontal du théâtre, ou bifrontal, c'est très simple. Ça, on l'a éprouvé depuis la nuit des temps. Et tout d'un coup, quand on me demande une scénographie et donc une autre forme du récit, le corps du visiteur est mis en cause d'une autre façon. Donc c'est ça qui me préoccupe, c'est-à-dire que le corps humain, c'est celui de celui qui va déambuler, qui va regarder, qui va être face à des œuvres ou face à des choses, qui va face à des promesses. Et voilà, c'est ce déplacement-là qui m'intéresse, mais jamais je ne peux imaginer un geste scénographique sans penser au corps, bien sûr au regard qui s'ensuit, de celle ou de celui qui va être là pour de vrai. Voilà. Merci. Mourad. Bonjour. J'ai bien aimé immersion empathique.
En fait, ouais, l'immersion, pour moi, enfin en tout cas le rapport que j'ai à l'espace, il y a un lien important, bien sûr, de la place du corps dans la scène, comment je fais évoluer les danseurs dans l'espace. Donc il y a d'abord une immersion, on va dire, interne, comment je fais évoluer la chorégraphie, comment j'investis l'espace, comment je fais dialoguer les danseurs avec la scénographie. Donc il y a d'abord cette approche-là, hein, de qu'est-ce que je fais de cet espace, comment je l'investis. Et puis après, il y a l'immersion de comment le spectateur vit ce qu'on est en train de partager avec lui. Moi qui travaille sur des spectacles où il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'histoire en fait. J'aime bien l'idée que chacun se raconte sa propre histoire et donc de fait qui s'invente sa propre histoire, qui puisse vivre son expérience, qui est une expérience qui peut être différente de son voisin, de sa voisine et donc, comment le spectateur va pouvoir s'immerser, je sais pas comment dire, comment intégrer, vivre ce que je partage avec lui, sans avoir cette espèce d'écran entre ce qu'il y a au plateau et lui. Et voilà, enfin, j'aime bien l'idée qui est comme ça une approche, comment dire, la plus partagée possible entre ce que vit le danseur, ce que partage le danseur avec lui et le public. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est différent quand on le vit dans un rapport comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire un plateau et un public comme ça, avec cette distance, et quand on le vit dans des musées ou des espaces avec une plus grande proximité. C'est-à-dire que le spectateur, souvent, il me dit j'ai vécu, ou en tout cas, je me suis immersé. Immergé, je ne sais pas si... Voilà, de manière différente. Et c'est intéressant. Enfin, en tout cas, il y a deux ressentis qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont tout aussi intéressants. Et quand on est dans le musée, le public est à 1 mètre du danseur. Il va vibrer avec son rythme, avec son souffle. Et donc, il est finalement presque lui-même à l'intérieur de ce qu'est en train de partager le danseur avec lui. Et c'est, je trouve, intéressant. Alors que quand il y a cette distance-là, il le vit autrement. Donc il y a une autre approche, une autre manière d'être dans le spectacle, ou en tout cas de vivre le spectacle. Voilà, je ne veux pas être trop long, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais je trouve que cette question de comment le spectateur vit ce qu'on est en train de partager avec lui, c'est un vrai défi à chaque fois pour nous artistes. Merci pour cette introduction. Moi, j'aimerais bien qu'on creuse un peu la notion d'espace avec vous, Mourad. Peut-être pour nous réexpliquer comment vous faites dialoguer vos artistes sur le plateau. Vous avez parlé d'une mise en dialogue et comment vous pouvez, dans votre pratique, de temps en temps, transposer ça au musée. Vous l'avez fait au musée d'Orsay. Et peut-être que c'est une illustration intéressante parce qu'elle change aussi le rapport à l'espace, vous l'avez dit, mais aussi la relation à l'œuvre et la relation aux objets qui entourent à la fois les spectateurs et les danseurs. Et peut-être que vous avez quelque chose à nous raconter là-dessus. J'ai pas d'image de ce qui s'est joué à Orsay, en particulier autour d'une pièce qui s'appelle Vertical. Je vous montre quelques photos de ce spectacle-là et aussi sa pertinence en termes d'appréhension de l'espace. C'est une pièce comme d'autres, comme Pixel ou comme Zéphyr, où vous agrandissez l'espace, vous prenez la mesure de l'espace et vous l'augmentez. Et comment ça s'est traduit aussi au sein du musée? En fait, quand j'ai commencé à chorégraphier, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à créer une chorégraphie dans un plateau nu, sur un plateau nu. C'est-à-dire, j'avais besoin de travailler avec un objet, mais ça, je pense que c'est lié à mon parcours avec le cirque. J'ai commencé petit dans une école de cirque et le cirque m'a appris, en tout cas, à chaque fois, à inventer avec un objet, à inventer, en tout cas en m'appuyant sur un élément scénographique. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand je commence une création, quand je suis dans un studio à nu, je n'arrive pas à
à me projeter vers ce que j'aimerais construire. J'ai absolument besoin d'éléments scénographiques. Et tous mes spectacles sont pensés comme ça. L'image que l'on voit là, verticale par exemple, voilà, je travaille avec ces tours, avec ces agrès qui permettent d'aller chercher la hauteur, une autre dimension. Et c'est ce qui m'ouvre, enfin, l'imaginaire, c'est ce qui m'amène à, comment dire, à construire mes chorégraphies. Et ça, c'est presque une nécessité, mais c'est passionnant parce que du coup, ça bouscule, ça m'amène vers une approche à chaque fois différente d'un spectacle à l'autre. Pixel, par exemple, ça a été très compliqué à monter parce que pour le coup, j'avais une scénographie virtuelle en 3 dimensions. Ce que l'on voit là à l'image, le danseur, c'est pas ce qu'il voit, c'est pas ce qu'il vit. Il voit une multitude de petits points, et il a fallu en fait construire la chorégraphie en se mettant à la place du spectateur pour donner l'effet d'illusion. Là, comme on voit là, on a l'impression que le plateau, il y a une espèce de trou. Mais ça, c'était hyper intéressant parce que en fait, la vidéo m'a amené pour la première fois des possibilités que je ne pouvais pas avant. C'est-à-dire en un clic, on change de décor, on est dans une autre dimension, et ça, je trouve que c'est un véritable atout. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui nous amène encore vers une autre approche de l'espace. Et ça, j'ai aimé, j'ai adoré travailler sur un projet comme ça avec la vidéo, avec toujours cette inquiétude parce que quand on met de l'image sur scène, enfin, l'idée, c'était pas de faire un spectacle de vidéo, mais que ça reste un spectacle de danse. Donc, il fallait trouver le bon équilibre entre la place de l'image et le corps. Mais enfin, en tout cas, ça m'a effectivement permis de travailler sur un nouveau rapport à l'espace, et c'était aussi une autre dimension. Puis après, pour le musée d'Orsay, par exemple, ce que j'ai trouvé aussi extrêmement pertinent, c'est ce défi finalement d'imaginer une chorégraphie autour d'œuvres qui sont évidemment déjà un spectacle à elle seule. Comment exister et donc c'est génial parce que du coup, l'idée c'est de faire dialoguer la chorégraphie avec une scénographie qu'on rêve tous, hein, et en plus avec un public qui est devant, derrière, au-dessus, avec une proximité. Donc là aussi, ça ouvre des possibles. Et j'ai adoré faire ça parce que à la fois c'est un challenge artistique, c'est une manière de toucher des publics aussi, hein, parce que certains viennent voir des œuvres, et puis au travers de ça, enfin, ils vont découvrir de la danse, et puis ceux qui viennent voir la danse, ils vont découvrir un musée, etc. Enfin, tout ce qui est lié à l'intérêt qu'on peut essayer de partager avec les publics. Je trouve que de déplacer finalement notre travail dans d'autres espaces où on n'attend pas, ça nous permet effectivement d'aller toucher un public nouveau. Et puis, encore une fois, c'est un défi artistique. Moi, à chaque fois que j'ai travaillé dans des musées, et ben, à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Et donc, ça nous bouscule, nous, artistes, ça nous remet en question, ça nous amène à travailler autrement la chorégraphie. Et ça, c'est génial. Voilà un petit peu quelques retours de mon travail, mais en tout cas, j'ai besoin effectivement à chaque fois de m'appuyer comme ça sur des éléments scénographiques. J'ai besoin à chaque fois aussi d'être bousculé par des espaces nouveaux que je vais investir, hein, que ce soit un centre commercial, un hôpital, une prison, la rue encore. Mais enfin voilà, et à chaque fois j'aime bien parce que, encore une fois, on reste pas dans sa zone de confort, on s'assèche pas. Enfin, souvent l'inquiétude de l'artiste, c'est comment se renouveler, qu'est-ce qu'on va proposer demain, Et donc je me nourris beaucoup effectivement des espaces dans lesquels je vais m'investir, et puis à chaque fois, ce sont des nouveaux challenges qui sont passionnants artistiquement parlant, et puis humainement parlant. Vous avez parlé tout à l'heure de la musique baroque, par exemple. Quand j'ai commencé à travailler avec un orchestre de musique baroque, une musique qui n'est pas une musique que je connaissais, hein, pour tout dire, mais on a fait des pas de géant ensemble à tous les niveaux, et ça a été un projet formidable parce que du coup, on a partagé la danse hip-hop avec un public qui venait écouter de la musique baroque. On a partagé la musique baroque avec un public qui venait voir la danse hip-hop. Et tout ça est formidable parce qu'on fait ce métier à la fois parce qu'on aime la danse ou le théâtre, et en même temps, on fait ce métier
pour avoir le sentiment d'avoir cette espèce de responsabilité d'artiste, de faire en sorte que les gens soient ensemble, se comprennent un peu mieux, parlent, échangent, apprennent à se connaître, etc. Donc voilà, donc tout ça est passionnant. Macha, vous avez aussi une expérience de lecture et de concert au musée. Vous avez, il y a quelques mois, passé une soirée au musée de l'Orangerie. Comment vous avez vécu cette expérience et quel regard vous portez sur ce que ça provoque chez les personnes qui sont là autour de vous? Oui, il y a des vibrations différentes, mais c'est nous qui ressentons les choses. C'est-à-dire que oui, on était environné de tableaux et de choses comme ça, donc on est traversé. Mais là aussi, c'est un déplacement. J'étais avec Rosemary Stanley, donc sa voix aussi qui vibrait avec la lumière de Monet et un texte de à propos de John Mitchell. Donc c'était des couleurs et qui passaient dans la voix de Rosemary. Après tout, on revient vraiment. C'était aussi revenir d'une chose très très simple, hein, parce que c'était à l'Orangerie, c'était pas très grand. On revient toujours à cette idée qui m'est vraiment très chère et chevillée au corps du spectacle total. Et justement, le déplacement dont tu parlais, moi, c'est vraiment, ça nous permet cette approche-là, c'est-à-dire que quelle que soit l'exposition que je propose, que ce soit à la Cinémathèque, ou aux Arts Décoratifs, ou au Grand Palais, ou cette fois-ci au Mucem, ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue-là. Alors moi, j'ai une mystique tout à fait autre. Hein, au théâtre, j'aime ma troupe, mes acteurs, leurs vibrations, leur génie. Le corps actif de l'acteur, c'est magnifique. Il se trouve que quand je vais dans les expositions, c'est comme s'ils étaient fantomatiques. Ils sont et elles sont encore là. Et toutes les générations de comédiens et de comédiennes que j'ai eu la chance de diriger. Et elles sont là au travers des objets et des bêtes qui sont là. Et moi, j'ai vraiment une mystique des objets. Hein. Vraiment, c'est quelque chose pour moi de l'ordre d'une trace incroyable. C'est pour ça que j'aime tant les musées depuis toujours comme des églises. Je suis de culture protestante, donc il ne fallait pas aller trop dans les églises catholiques où il y avait des reliques, tout ça. Donc, dans les musées, j'y fonçais. Hein, voilà. Mais j'ai ce rapport-là. Et donc, il me semble que l'objet, la chose, a une telle puissance que si vous, par exemple, vous mettez un petit tabouret à côté d'un rouleau, quelque chose va dialoguer et le spectateur, la spectatrice, le visiteur, voilà, va s'emparer de cette vibration-là et va compléter l'histoire. Et voilà, ce qui me plaît beaucoup, parce qu'on y a du plaisir aussi, on a beaucoup de doutes et de peur, mais on a aussi beaucoup de plaisir. Ce qui me plaît sur ces territoires du musée, c'est précisément qu'on change de règles. Et les règles de la perception sont différentes. Et ça fait très peur, mais quand on fait ça, moi j'en passe par une maquette, etc. Donc je mets la tête dans la maquette et je me dis, là ils verront ça, là elle verra ça, et si elle se promène là, et il y aura une promesse, mais on ne sait pas comment y aller. C'est ça qui m'importe. C'est-à-dire que même quand on est dans un musée, qu'on dit un texte, ou avec Paul Lai, quand j'ai fait des choses avec un musicien de jazz, voilà. Oh, évidemment, moi je suis chez moi, donc il n'y a pas de problème, je connais la règle du jeu, je suis morte de trac, mais je connais la règle du jeu. Ce qui me plaît au musée, c'est que c'est des lieux qui ne sont pas faits pour nous, a priori, et on accueille des choses, on accueille des œuvres, et on accueille des gens, et j'aime bien dire comme par hasard, il y a plein de correspondances qui s'établissent, et je suis à ce moment-là, une fois que j'ai beaucoup travaillé, j'aime beaucoup voir le public entrer et observer les jeux de correspondance, et comme par hasard, ce que chacun et chacune, comme tu disais, va s'inventer de spectacles, parce qu'évidemment, il n'est question que de l'imaginaire, il n'est question que d'une vaste fiction, et toute l'énergie que l'on y met, c'est pour raconter quelque chose, même si ce n'est pas un récit très composé, mais il y a forcément une dramaturgie, on en parlera, mais la dramaturgie d'une exposition vaut bien celle d'un spectacle, même si dès que j'ai fini une exposition, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au plateau, mais il y a une dramaturgie.
Raphaël, Machan vous disait qu'elle mettait la tête dans la maquette. J'aimerais juste qu'on fasse un petit pas de côté avec le métavers. Ça m'évoque cette métaphore-là de la maquette, le métavers et la façon dont vous appréhendez des espaces numériques dématérialisés. Ouais. Justement, quand vous êtes imaginé comme ça, je me suis imaginé aussi dans notre métavers. Donc nous, on a, avec une petite société qui s'appelle Manzalab, un projet de métavers des musées, justement, dont l'objectif est d'offrir à tous les musées la capacité d'avoir une salle virtuelle, ou des salles virtuelles, donc facile d'accès, puisqu'on sait très bien que beaucoup de musées n'ont pas beaucoup de moyens à mettre là-dedans, donc facile à construire, facile à déployer, facile à monétiser aussi. Et donc on travaille en ce moment avec des musées sur ça sert à quoi en fait d'avoir une salle virtuelle pour un musée. Pourquoi diable aurions-nous des salles virtuelles pour les musées? Et ça pose plein de questions. Et peut-être la première chose qui sort, c'est s'immerger dans un musée virtuel, oui, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ce serait l'occasion rêvée d'aller visiter un musée tout seul, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas visiter un musée avec plein de gens autour d'eux, qui sont anxieux potentiellement, puis il y a certains musées, certaines expos dans lesquelles il y a beaucoup trop de monde et où on ne profite pas forcément des œuvres aussi bien qu'on le voudrait. Donc il y a peut-être des gens qui sont intéressés par cet aspect-là, mais l'aspect principal, ça reste quand même d'aller s'immerger dans un musée avec des gens, avec potentiellement même des guides, une grosse demande en fait d'aller avec des spécialistes ou des amis ou n'importe, une espèce de guide, d'ambassadeur du musée pour visiter cet espace virtuel. Donc c'est la première contrainte qui sort, c'est un peu celle-là. Et puis après, il y a l'espace physique du musée virtuel. Les mètres carrés sont moins chers dans le monde virtuel que dans le monde réel. Et les libertés scénographiques, muséographiques dans le monde virtuel sont assez grandes. Et le point important, c'est exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire de s'imaginer, de se mettre à la place des visiteurs et de se dire où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont aller là? Est-ce qu'ils vont aller là? Faire leur parcours de visite. Est-ce qu'on peut prendre plus de liberté que dans un musée réel avec un parcours de visite virtuelle? C'est probable. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est toutes ces questions-là qui sont assez importantes. Et peut-être pour continuer un peu là-dessus, moi ce que je trouve intéressant dans la conception d'une immersion dans un musée et que je vais rapprocher un peu à la conception d'une immersion dans un jeu vidéo ou dans un jeu peut-être un peu plus large que ça, c'est la non-linéarité. C'est-à-dire que dans beaucoup de médias, dans les vôtres à première vue, vous donnez au public une expérience qui va de A jusqu'à B et dans laquelle le spectateur peut difficilement intervenir. Enfin, il y a des exceptions quand même, hein, mais le canon du genre est quand même que le spectateur regarde une œuvre d'un point A à un point B, il n'y a pas d'embranchement, et il n'y a pas d'interactivité. Dans un musée, dans un jeu vidéo, il y a la possibilité de faire ça. Alors je crois que dans les musées, on le fait dans les musées traditionnels, on va dire à l'ancienne, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, on le fait plutôt peu, c'est-à-dire qu'on imagine un chemin de parcours dans le musée qui est assez bien défini. C'est de moins en moins vrai, je pense. C'est de plus en plus intéressant d'imaginer des parcours non linéaires. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais, dans le métavers, c'est ça qui est potentiellement très intéressant, je trouve, c'est justement de faire des parcours dans lesquels le spectateur, alors il est immergé, mais il a cette immersion dans laquelle il peut agir en fait. C'est-à-dire, on peut agir sur le parcours de visite, changer son fusil d'épaule. Et c'est pareil dans un musée, on n'est pas obligé de lire les cartels par exemple, il y en a qui les lisent, il y en a qui les lisent pas, on n'est pas obligé de rentrer dans la salle noire au fond parce qu'elle nous fait un peu peur. Enfin, il y a plein d'embranchements comme ça que je trouve très intéressant. Donc c'est ça un peu. Il y en a plein d'autres quand on réfléchit à musée virtuel, vraiment virtuel, dans un monde virtuel. Il y a plein de questions, mais c'est un peu les deux questions. Donc, pour résumer, le fait que être à plusieurs, c'est en fait important dans un musée. On a peut-être tendance à penser que non, mais je pense que, il y a plein de spécialistes dans la salle qui pourront commenter là-dessus. Mais le fait d'être en fait à plusieurs dans le musée, c'est clé, c'est hyper important. Et peut-être le fait d'imaginer des parcours qui soient pas linéaires, de laisser les spectateurs aller un peu où ils veulent, se laisser guider par comme vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être un chemin là-bas, là, dans le fond, à droite, que tout le monde ne va pas emprunter, mais qui est peut-être intéressant. On peut rebondir sur cette notion de je sais que c'est un péché aujourd'hui, mais la contradiction empathique, ça existe. Et je suis sûre que votre intelligence
va m'éclairer là-dessus, mais je pense qu'au théâtre, on est vraiment interactif et bien plus que ça. On se promène, c'est fou, les différents plans qu'il y a. Enfin, comme autant le cinéma nous les propose, autant au théâtre, il faut qu'on les produise nous-mêmes. Voilà, l'espace que propose la chorégraphie, par exemple, moi j'ai vu quelquefois plusieurs fois un spectacle chorégraphique et c'est fou ce que je ne vois jamais la même chose et ce que ça produit de différent. C'est une contradiction de sympathie profonde. Hein. C'est pas du tout. Mais aujourd'hui, vous savez, il faut faire très attention parce que si on n'est pas absolument adéquate, on est hostile. Non, pas du tout. Je ne suis absolument pas hostile à ce que j'entends et à ce que je vois. Je suis même extrêmement curieuse parce qu'un peu analphabète. Donc, ce que vous ouvrez devant moi de chemin, de rêverie, m'intéresse beaucoup. Hein. Mais voilà. Non, mais je ne le prends pas du tout mal, au contraire. Et ça illustre encore une fois toujours le problème des termes, c'est qu'effectivement, j'ai utilisé interactif sans le définir. Et c'est important. Non, c'est sûr que dans le théâtre vivant, enfin le spectacle vivant, il y a une interaction incroyable entre les acteurs. Ils ne montent pas sur scène déplacer un accessoire. Je suis d'accord avec vous. Et moi, mon acceptation du sens interactif dans ce que je disais avant, c'était vraiment le public en fait. C'est-à-dire, alors il y a des formes théâtrales dans lesquelles le public intervient, c'est super intéressant. Mais c'est pas le canon, enfin c'est pas ce qu'on voit le plus souvent dans les salles. J'aimerais qu'on revienne à la notion de parcours. Et puis, Raphaël, vous avez employé le mot de spectateur tout à l'heure. J'aimerais bien voir, Macha, dans l'exercice en piste, pour lequel vous parlez d'un spectacle immobile. Peut-être que vous en parlez d'ailleurs de spectacle immobile pour toutes les expositions que vous avez faites. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou toutes en général, mais qu'est-ce que ça change dans le rapport que le visiteur a à la proposition? Est-ce que pour vous, d'abord, un visiteur, c'est un spectateur? Est-ce qu'il est acteur? Oui, il est les deux, elle est les deux, et il et elle sont ensemble. Oui, pour moi, j'appelle ça un spectacle immobile parce que c'est pratique de dire ça, mais après tout, c'est vraiment une méthode. C'est-à-dire que j'ai autant d'efforts de construction dramatique pour une exposition que pour un spectacle. Et il m'importe que, déjà au théâtre, que la part plastique soit extrêmement éloquente et qu'il n'y ait pas que l'intelligible, que le texte, etc. Mais que si, je sais pas, un petit bonhomme débarque, ou une petite bonne femme débarque de 8 ans, ce qui m'arrivait souvent à Marseille, elle a crié pour la première fois où il y a un spectacle. C'est pour ça que j'aime tant la danse, c'est qu'il n'y a pas de discours et on est de plein pied avec les artistes. Et bien au théâtre, très souvent, il y a cet obstacle du langage souvent très élaboré. Et bien la part plastique fait que c'est accueillant et que le récit se fait aussi. Et si un petit bonhomme de 8 ans ne comprend rien à ce qu'il se dit, il comprend tout à ce que le décor, la situation, les couleurs, les matériaux, le mouvement des corps, l'expressivité racontent. Donc j'aime bien le mélange de ces deux récits-là. Et dans une exposition, c'est la même chose, à part qu'il n'y a pas les comédiens, mais j'essaie de trouver une dramaturgie, un rythme, comme dans un spectacle. Dans un spectacle, on travaille beaucoup. Moi, ce qui m'importe, c'est la musicalité, la rythmique du spectacle, l'avancée des choses, comment se noue l'intrigue, au fond. Et dans une exposition aussi, je me dis... alors là, par exemple, pour En piste, Clown, Pitre et Saltimbanque au Mucem, j'ai travaillé avec la géométrie. La géométrie et les couleurs et la mécanique et j'ai tracé vraiment le premier geste, c'était comme une petite machinerie à la Tinguely ou un dessin un peu comme Malevich avec 5 couleurs, et je me suis donné cette règle du jeu et comment créer une énergie avec ça. Alors comme il était question à la fois de spectacles vivants, de cirque, de caravane, d'itinérance, de tous les saltimbanques, évidemment, les ronds, les pistes, et puis comme dans un tableau de Fernand Léger, ou chez Tinguely, ou chez Niki de Saint-Phal, voilà, il y a des choses, ces mécaniques-là. C'est la peinture aussi qui nous inspire beaucoup, c'est une réciprocité. J'essaie modestement de leur rendre ce qu'ils m'ont envoyé depuis, parce que voilà,
Et donc trouver une dramaturgie de couleurs, de formes et après de circulation. C'est-à-dire que je ne voulais surtout pas que le regard du spectateur soit arrêté et qu'il y ait la moindre injonction à aller là ou là au moment dit, quand on vous le dit, vous passez d'une séquence à l'autre. Je trouvais que pour parler des saltimbanques, il fallait vraiment cette itinérance du visiteur et de trouver son propre chemin, sa propre déambulation, revenir en arrière, repartir, toute chose qui, très souvent, au musée est compliquée. Moi, j'aime bien voir les expositions à l'envers, et il faut faire très attention de ne pas sortir, sinon vous ne pouvez pas revenir. Et très souvent, un gardien vous dit « mais non, c'est pas par là ». Moi, j'aime bien, voilà. Donc là, cette fois-ci, c'était, voilà, il y a une dramaturgie de couleurs, de formes, de mouvements, qui construit le récit. Et c'est bien les espaces neutres comme ça où tout est inventé. Et le regard du visiteur m'importe parce que j'aime bien qu'on voit à peu près tout et qu'on ne sache pas comment y aller. Donc il y a des grilles, il y a des choses comme ça, il y a des fissures. Alors non, on ne peut pas passer par une fissure, il faut contourner, et en contournant, on a autre chose. Et voilà, c'est ce travail-là qui m'intéressait, c'est de les faire évoluer. Au fond, c'est le corps du visiteur, de celle ou de celui qui visite, qui regarde, c'est ça qui m'apportait aussi. Qu'est-ce qu'on ressent par là? Mais la part plastique, l'imprégnation. Alors là, à l'endroit de l'exposition, de l'installation, encore plus qu'au théâtre, il est question de ça. Et plus j'avance dans le temps, et plus c'est un sujet qui m'importe. Parler à cet endroit-là, à la rétine, au corps, au mouvement, à la façon dont on s'introduit dans l'histoire. Voilà, ça m'importe beaucoup. Et les couleurs aussi beaucoup. Peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Macha, c'est vrai, il y a la circulation, enfin je parle pour les expériences que j'ai pu avoir dans les musées, il y a la question de la circulation du public par rapport à ce que l'on partage avec lui. Et de plus en plus, on est aussi sollicité, et ça c'est aussi passionnant, sur comment le public vit ce qu'on est en train de partager avec lui, au-delà de regarder la chorégraphie, c'est comment lui, dans son corps, il peut aussi interagir. Et on est davantage, de plus en plus ces dernières années, peut-être un peu plus après cette période du Covid où les corps se sont un peu figés, ou en tout cas ont moins bougé, et on nous demande, on nous demande, et nous on le fait ensuite avec beaucoup, beaucoup de bonheur, parce que de faire danser le public, de faire bouger le public, de le faire réagir dans son corps et pas simplement dans ce qu'il ressent, de ce qu'il vient de voir. Ça aussi, c'est un challenge qui est aussi passionnant, intéressant, parce qu'on a des corps de toute génération, petits, moins jeunes. Enfin, et comment le faire bouger, comment lui faire vivre l'expérience de la chorégraphie. Et ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, à la fois dans la relation à la chorégraphie, il se passe quelque chose parce qu'on l'a incarné dans son corps, je parle pour le public, et en même temps, quand on voit 500, 1000, 10 000 personnes qui dansent à l'unisson, quand bien même des mouvements très très simples, ça devient des belles fresques au fond. C'est un spectacle dans le spectacle dans lequel le spectateur contribue. Et ça aussi, c'est intéressant, et c'est un challenge chorégraphique aussi, parce que on ne fait pas tourner sur la tête le public qui est en face de nous. Donc il faut trouver le mouvement que tout le monde peut faire sans qu'il y ait cette crainte. Enfin, pour ceux qui n'osent pas, il faut les accompagner vers un mouvement qui leur paraît simple et qui pour nous est intéressant dans ce que ça va donner quand c'est fait à plusieurs. Et voilà. Et donc ça, on a pu le faire dans des espaces qui ne sont pas forcément des espaces de théâtre. C'est des espaces qui sont des espaces, comme vous disiez, qu'il faut réinventer, s'approprier. Voilà, donc la relation au public, elle n'est pas que figée. Enfin, elle peut être aussi
en mouvement. Et là, de plus en plus, c'est vrai qu'il y a plein de chorégraphes, de metteurs en scène qui jouent de ça, et pour le plus grand bonheur de tous, parce que le public a l'air d'apprécier. Enfin, en général, il est plutôt réceptif. Et voilà, donc moi, je trouve ça aussi intéressant de lui faire provoquer comme ça une autre émotion. Je suis venu voir un spectacle ou une œuvre, et puis je participe aussi à ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Oui, ce matin, vous étiez évoqué la proximité avec l'œuvre. Et ça, c'est une chose très importante quand on propose une scénographie, c'est de se dire où va le regard. Quelquefois, voilà, j'espère toujours que le regard va être très lointain, on peut aller voir très loin, sans obstacle vraiment, mais aussi tout d'un coup, on est face à un objet un peu trop bas, on n'a pas l'habitude, on pourrait buter dedans, et tout d'un coup, on a une grande proximité du regard. Voilà, c'est très... je pense tout d'un coup à ce que écrit Giacometti sur le grand, le petit, celui qui est loin, celui qui est près. Est-ce que celui qui est loin est grand ou petit? Et c'est, voilà, ça m'importe beaucoup aussi qu'il y ait ces deux regards-là possibles. Là-bas, très loin, au milieu, et en bas aussi, peut-être un peu trop bas. Ce qui inquiète toujours un peu les gens des musées au début. Mais après, voilà, il y a quand même une notion aussi que j'aimerais évoquer. Peut-être c'est un peu décousu, mais tant pis. Mais je la ressens tellement quand s'invente une exposition, c'est la jouissance. C'est-à-dire qu'il m'importe beaucoup. Je pense beaucoup à la jouissance du public, la jouissance du regard, la jouissance d'être un peu perdu, de ne pas savoir où on doit aller. Ouais, je suis assez rétive aux injonctions, donc j'essaie aussi de partager ça avec eux. Et pour revenir au spectacle de danse, c'est quand même une des premières choses. Moi, je suis une folle des ballets russes, parce que c'est l'art total, mais quand même la jouissance du danseur, de la danseuse, à regarder un corps évoluer. Si en plus vous y mettez de la couleur, si vous mettez des costumes adéquats, si les costumes sont comme des sculptures, si le fond est peint par un ou une peintre, voilà. Alors là, et si la musique c'est celle de Stravinsky ou de Ravel, alors là, évidemment. Mais voilà, ce qui m'importe, c'est la jouissance. C'est important. Enfin voilà, il me semble important de le dire. Merci. Je reviens à la relation aux spectateurs dont vous parliez, Mourad. J'ai projeté là juste une image d'une exposition qui s'appelait Trouble Fête que vous avez montée au TNP il y a quelques années, où on voit la proximité avec les visiteurs. Alors, il n'y a pas de visiteurs sur cette photo, mais on est dans le hall d'entrée du TNP. Et ce qui m'intéressait, c'était de vous questionner sur la relation aux spectateurs, parce qu'on venait découvrir cette pièce-là, et puis cette exposition-là, et on enchaînait sur le spectacle dans la salle. Qu'est-ce que ça crée comme relation au public? Oui, certainement. C'était... selon l'endroit où cette exposition s'est promenée, elle a été à la Maison Jean Villa, ensuite au TNP, donc d'une façon plus éclatée. Et puis après, à l'Archevêché à Aix-en-Provence, où il y avait au contraire 7 grandes salles consécutives, contiguës. J'ai essayé d'être au plus proche du récit, mais évidemment, ça jouait sur l'improbable. Arriver au TNP et voir l'arrière-train d'un rhinocéros, je pense qu'une fois dans sa vie suffira. Et en même temps, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que quand on a enlevé le rhinocéros, parce que tout a une fin, les demoiselles de la billetterie m'ont dit, dont une avec les larmes dans les yeux, mais qu'est-ce qu'il va me manquer? Donc, il y a un rapport d'attachement à la proximité. Et très souvent, on me dit, même dans l'exposition actuelle, on dit, mais c'est trop près, ils vont pouvoir le toucher, ils vont l'abîmer. Rien n'est jamais touché. Voilà, il y a eu beaucoup de visiteurs en décembre. Rien n'a été déplacé comme ça. C'est-à-dire que
je pense que le public ressent la mystique des choses, le pouvoir. Ils ne vont pas toucher une chose qui les concerne à ce point-là et qui les considère aussi, parce que c'est puissant un objet, ça considère autant que c'est considéré. Donc voilà, dans le TNP, c'était morcelé, il y avait des endroits, donc le public pouvait découvrir des endroits, et dans le deuxième théâtre, il y a une espèce de grande vitrine, très bel endroit, et voilà, c'est un déambulatoire, et voilà, il y avait aussi une autre forme d'expression. C'est-à-dire, il fallait continuer le récit, il fallait... Trouble fait, c'est autre chose, c'est une suite d'aveux, en fait, c'est assez personnel. Et voilà, il fallait raconter ses aveux. Et je pense toujours que c'est arriver dans un théâtre, et ce que j'avais proposé à la Criée, arriver dans un théâtre déjà avec cette forme de l'expression artistique, un premier geste artistique de plasticien, c'est une préparation au spectacle absolument naturelle, organique et heureuse. Voilà. Quels que soient les artistes qui sont ici et là, peu importe. Mais alors, quelquefois, j'avais aussi imaginé des immersions, c'est-à-dire, par exemple, Fia Ménard venait, comme elle est plasticienne, elle avait aussi créé des tas de choses dans le hall, sur le plateau de la petite salle, et puis on venait voir son spectacle. Mais quelquefois, c'était au contraire des contrastes entre plasticien et dramaturge. Et ça, je crois que c'est une préparation, une concentration, une douceur aussi, une douceur à entrer, à se dire, voilà, j'arrive dans un lieu de fiction, on va me surprendre, on va m'étonner, et j'aime beaucoup l'étonnement. Voilà. Donc lui, il étonnait beaucoup. Raphaël, j'aimerais qu'on poursuive sur la notion de récit. Vous êtes auteur et vous êtes concepteur de jeux, vous inventez des univers, vous racontez des histoires, vous embarquez des gens dans une histoire, avec souvent un lien à la découverte de la science. Comment vous travaillez, comment vous pouvez nous décrire un peu le processus ? Oui, je peux essayer. D'abord, c'est très très différent entre la littérature et le jeu vidéo. Il y a vraiment une façon de travailler qui est extrêmement différente. Je vais vous dire pourquoi, c'est pas compliqué. En littérature, moi, j'ai une façon d'écrire qui est assez cinématographique en fait. Et donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de me mettre à la place de mon lecteur et de voir les images que ce que j'écris va susciter chez le lecteur ou chez la lectrice. Et c'est un peu ce que j'entendais tout à l'heure par immersion imaginaire. C'est vraiment l'idée de dire, voilà, moi je vais poser ces briques-là. Donc c'est des briques textuelles, hein, quand on est en littérature, c'est que du texte. Hein. Je vais poser ces briques-là textuelles et j'essaye de me projeter pour voir quelles sont les images mentales que ça va susciter chez le lecteur ou chez la lectrice. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, il y a des écrivains qui écrivent pas comme ça. Hein. Je pense que je discutais avec pas mal de mes collègues. Chacun a son protocole. Il n'y a pas de recette. Quelqu'un disait ce matin qu'il n'y avait pas de recette. Je suis complètement d'accord. Il n'y a pas de recette quand on fait Enfin, il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas de recette magique, quoi. Quand on produit quelque chose d'artistique. Et donc oui, le point clé, c'est ça. Et puis je me laisse piéger par ça, parce que par exemple, à un moment, quelqu'un m'a dit de mon premier roman, il m'a dit mais ça ressemble à L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, le film. Et je m'en étais pas rendu compte, mais oui, quoi. Enfin, j'avais moi absorbé ces images mentales complètement. Et quelque part, je les ai. D'ailleurs, il y a un lien avec le rhinocéros. Cette image du post-apocalyptique d'un animal sauvage dans la neige. Qui a dans mon bouquin et dans L'Armée des 12 singes. Donc pour moi, c'est ça. Mon point clé, ma recette, si tant est que ce soit une recette pour essayer d'embarquer le lecteur, c'est de fournir des images mentales, puis après de laisser faire, en fait. De ne pas trop décrire textuellement, mais de donner les éléments clés qui font que chaque lecteur va se projeter dans son propre univers, va construire son propre univers sur les bases que j'ai données. Donc pour répondre un peu à ta question, je pense et moi j'ai même une aversion pour les auteurs, les autrices qui vont trop loin dans fournir un univers complet, clé en main au lecteur, dans lequel il y a très peu de place pour l'imagination.
où tout est blindé partout, et on voit beaucoup ça au cinéma aujourd'hui, hein, tout est blindé partout, il n'y a pas un angle mort, on ne peut rien rajouter. Et je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, c'est en tant que, là, pour le coup, de spectateur, visiteur, joueur, c'est la chose que j'aime pas trop qu'un artiste m'inflige, en fait, qu'il n'y ait pas de place pour l'imagination. Donc ça, c'est pour la partie littérature. Pour la partie jeux vidéo, je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure, c'est très très différent parce qu'on maîtrise plus rien dans le jeu vidéo. Tout à l'heure, tu disais que les spectateurs ils sont là, les miens ils sont même pas là en fait dans le jeu vidéo. Je les vois jamais en fait. Alors c'est pas complètement vrai. Il y a Twitch, maintenant on regarde des gens jouer, donc il y a quand même un contact avec ces joueurs, mais la base c'est ça, c'est-à-dire qu'on produit une œuvre et après on n'a aucun contact avec, et ils font ce qu'ils veulent dans le jeu vidéo en plus. Donc il y a tout ce truc c'est pareil, hein, c'est de se projeter, se mettre à la place du joueur et de s'imaginer ce qu'il ou elle va faire dans le jeu, et donc c'est une narration non linéaire et interactive comme je disais tout à l'heure, et donc ça c'est compliqué. Et pour tout te dire, alors si des gens jouent à mon jeu ils me diront, mais dans une première version du jeu je m'étais planté sur cette question là. Je vais essayer de transposer mes recettes d'écrivain de livres, et ouais, ça c'est lui, et quand on fait ça, c'est pas du tout la même chose qu'une narration dans laquelle on joue les choses un peu dans l'ordre qu'on veut et on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc donc le point commun des deux, c'est vraiment se mettre je pense que c'est assez basique, c'est se mettre à la place du spectateur ou du joueur et d'imaginer un peu tous les possibles. Et dans le jeu vidéo, un truc qui est très important, mais c'est vrai dans plein de médias, c'est que la narration, elle n'est pas du tout uniquement textuelle. Du tout. Il y a en général pas beaucoup de texte dans un jeu vidéo, et c'est même pire que ça. Même quand il y en a, les joueurs les lisent pas en fait, hein, en moyenne. Donc il faut surtout quand on veut raconter une histoire avec un jeu vidéo, il faut faire attention à ce que aucun texte ne soit indispensable pour comprendre l'histoire, quasiment. Hein. Et donc il faut être redondant. Il faut doubler ça partout. C'est-à-dire il faut que l'environnement visuel raconte la même histoire, que l'environnement sonore raconte la même histoire, que même les mécaniques de jeu. Donc, quand la base d'un jeu vidéo, c'est vraiment des mécaniques de jeu. C'est un jeu, on agit, il se passe quelque chose, on est récompensé, on agit, il se passe quelque chose, on est récompensé. C'est la base. Et donc même ces mécaniques-là, elles racontent déjà une histoire. Et donc le point clé pour passer une histoire dans un jeu vidéo, c'est pour moi, hein, c'est que tout ça soit extrêmement cohérent. C'est-à-dire que ce que le graphiste va raconter, ce que le musicien va raconter, ce que le game designer va raconter, ce que le narrative designer va raconter, c'est un tout. Il faut que ça se parle, et c'est pas facile hein, de coordonner tout le monde. Et il faut vraiment que tous ces corps de métier se dialoguent très très bien entre eux. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans la plupart des arts, hein, d'une façon ou d'une autre en fait. Oui, dans tout le spectacle. Enfin, ça se transpose au musée, cette façon de travailler ? Oui, je pense, oui. Alors, je sais qu'il n'y a pas de recette ce matin. Oui, j'ai l'impression que oui, c'est-à-dire toujours, les scénographes, se mettre à la place du visiteur, un visiteur dans ce cas-là, ça me paraît crucial en fait, et faire en sorte Alors, il y a aussi des questions de moyens derrière tout ça, évidemment. Des fois, on n'a pas les moyens de tout changer, de rajouter de la musique, de rajouter des trucs au plafond, voilà, etc. Donc, il y a des limites, des contraintes matérielles des fois qui s'imposent à nous. Mais se mettre à la place du visiteur et lui offrir une déambulation, un parcours qui soit cohérent, qui raconte la même histoire, je pense qu'il y a très très grandes expositions qui sont faites vraiment comme ça, en intégrant vraiment tout le et puis des musées qui sont construits comme ça. Je suis dans le conseil scientifique du musée Jules Verne à Nantes, et on travaille pas mal comme ça. On va reconstruire le musée Jules Verne, il se déplace, il va dans un endroit plus grand et tout ça, et il y a tout un tas de gens qui accompagnent les gens du musée là-dessus. Et c'est vraiment ça le point clé, c'est-à-dire de se dire, voilà, on va parler de Jules Verne, qu'est-ce qu'il faut au plafond, qu'est-ce qu'il faut au sol, est-ce qu'il faut de la musique, est-ce qu'il faut beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière, est-ce qu'il faut que les textes soient longs, avec Jules Verne potentiellement ça peut être très long, etc., etc. Donc oui, je pense que toute pratique artistique, y compris la pratique muséale, me semble répondre à cette exigence de se mettre à la place du visiteur et lui offrir la meilleure expérience possible. Avec, évidemment, vous avez tous conscience de ça, ce gros problème, c'est que les visiteurs ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire, évidemment, il faut essayer d'avoir plusieurs angles de lecture. On l'a fait un peu dans notre jeu pour essayer de couvrir, pour vendre le plus possible.
Il faut que, enfin, si on n'est pas obligé, hein, mais si on veut qu'une œuvre, et j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur les enfants tout à l'heure. Effectivement, les enfants, même s'ils comprennent rien à ce qui est raconté dans plein de médias, ils comprennent en fait énormément de choses. Et donc, multiplier les niveaux de lecture en fonction des cibles, enfin, du type de visiteurs qu'on a, c'est intéressant. Donc, faire qu'une exposition soit accessible à hauteur d'enfants, à hauteur d'érudits, et puis à toutes les hauteurs intermédiaires, c'est hyper intéressant, je trouve. Et ça passe toujours par se mettre à la place du visiteur. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur la place du texte dans le jeu, parce que les joueurs lisent peu. Il me semble que dans l'exposition en piste, il n'y a pas beaucoup de texte. Comment vous avez travaillé cette question-là ? Il y a du texte, il y a du savoir, mais il est furtif. C'est-à-dire que la première éloquence, c'est les œuvres qui les ont et les objets. Et le texte analytique existe, il faut le chercher un peu, mais c'est bien aussi. Et puis il y a un jeu de pancartes. Ça, c'est le côté distanciation brechtienne, n'est-ce pas ? Donc la pancarte fait qu'on a un texte, mais qui est un peu mis en scène. Voilà. Donc c'est vrai que oui, on a essayé avec Vincent Giovannoni, qui est mon co-commissaire. Voilà, il a joué le jeu parce que lui, c'est un conservateur en chef. Hein, il a joué le jeu, il était tout à fait d'accord. On s'est dit, si l'exposition ne parle pas d'elle-même aussi en grande partie, si on est obligé de vraiment sans arrêt expliquer pourquoi on fait ça, il faut que la scénographie l'explique d'abord. Voilà. Donc après, il y a du savoir, bien sûr. C'est quand même la moindre des choses parce que on aime ça aussi. Mais c'est un peu plus chasse au trésor. Voilà. Il faut aller chercher. Voilà. Si on voit Théodora et Sarah Bernard, on n'est pas au courant de l'histoire de Théodora, mais elle est exprimée. Voilà. On ne laisse pas les gens complètement dans le vague, hein, pas du tout. Mais il faut chercher un peu. Voilà. Mais la première impression, c'est pourquoi Sarah Bernard et Théodora. Voilà. Et après, bien sûr, elle l'a joué, elle l'a interprété, qui était Théodora. C'est quand même une fille de saltimbanque, elle-même, qui dansait dans les rues et dont un empereur est tombé amoureux. Voilà. C'est pas si souvent. Je reviens aux jeux vidéo. On illustre parfois dans les expositions des thématiques en les empruntant aux jeux vidéo. On l'a fait en particulier dans l'exposition sur les rêves, qui est actuellement en jeu, sur la présentation d'un temple qui est tiré de ce jeu d'Ubisoft. Peut-être tu peux en dire un mot. Je lance juste une petite vidéo sur une façon dont dans un jeu vidéo on peut aborder des questions scientifiques et apporter du contenu. Alors j'aime beaucoup cette histoire-là parce que je ne sais pas si vous connaissez Assassin's Creed, la licence, les plus grosses licences d'Ubisoft, dans lequel le jeu au départ c'est juste se balader et tuer des gens, quoi. Donc ça paraît pas comme ça très très respectable, on va dire, mais le jeu marchant de plus en plus, les moyens étant de plus en plus gros, ces jeux s'enrichissent, ça devient des mondes ouverts, intelligents, il y a de plus en plus de choses dedans. Et à un moment, les créateurs se disent on va mettre à plusieurs époques différentes. Et puis, tant qu'à être dans une époque différente, autant qu'elle soit un peu réaliste. Donc, ils travaillent un peu avec des historiens. Ils produisent des images, des modèles qui sont assez relativement inspirés de connaissances historiques réelles. Donc, c'est bien. Mais tout ça n'est possible que parce qu'il y a un très grand public qui veut tuer des gens, en fait. Hein. Donc les moyens qu'il faut pour finir par réussir à faire ça, ils viennent quand même de là. Sauf que l'histoire est intéressante parce que voilà, c'est une volonté. Voilà, ça c'est un bon exemple. Il y a des notices dans le jeu dans lesquelles on peut apprendre des choses, quoi. Et ce que j'aime bien avec cette histoire-là, c'est que il y a des profs d'histoire en fait qui se sont emparés du jeu pour le montrer en classe et pour dire voilà, quand je vous parle de la Grèce antique, c'est ça en fait. Ça devait ressembler à ça. Et donc de fil en aiguille, cette histoire augmente. Et puis ayant connaissance de ça, Ubisoft se dit on va faire des versions du jeu dans lesquelles on tue personne. Et donc maintenant, il y en a deux, il y a celui sur la Grèce et celui sur l'Égypte, si je ne me trompe pas. Sur les Vikings. Il y en a peut-être même, oui, ils en ont fait un sur les Vikings aussi, tu as raison, qui ont leur Discovery Tour, c'est-à-dire en gros c'est le même jeu, enfin les mêmes modèles derrière mais on tue plus personne, on se déplace dans l'univers qui a été créé pour faire le jeu.
Il y a une petite histoire quand même qui n'est pas la même que dans l'histoire du jeu principal, on va dire. Ça coûte 3-4 fois moins cher, parce que tuer des gens, ça coûte cher. Et donc j'aime bien ce genre d'histoire. C'est-à-dire que voilà, le jeu vidéo, alors, le truc du jeu vidéo, c'est que c'est un média qui est relativement coûteux à produire. Hein. Il faut plusieurs corps de métier, ça coûte assez cher. Accessoirement, on en parlait à midi, c'est aussi le média qui rapporte le plus d'argent, c'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui consomme 200 milliards par an dans le jeu vidéo. C'est l'industrie du divertissement qui rapporte le plus d'argent. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on y passe beaucoup d'heures, pas beaucoup d'heures. Ça ne veut pas dire que le contenu est de qualité ou pas de qualité. Je ne porte pas de jugement, j'ai le mien, hein, mais là-dessus maintenant. Mais c'est quand même aujourd'hui, en volume financier, c'est ce que nous, là, l'humanité, on consomme le plus. Hein. Donc il y a de l'argent. Et donc, avec tout cet argent, on peut faire des choses comme ce qu'on fait Ubisoft avec Assassin's Creed, c'est-à-dire de ne pas faire juste un truc purement ludique en restant juste sur le gameplay principal qui était, encore une fois, tuer des gens. On le double ça, ce que je disais tout à l'heure, avoir un environnement cohérent et tout ça, et on peut être surpris comme ça qu'en fait, dans un jeu vidéo, en fait, il y a des choses intéressantes. Il y a des profs qui s'en emparent, on peut en faire dire autre chose. Et ça, c'est un peu, c'est l'approche que moi je voudrais suivre le plus possible aujourd'hui, c'est-à-dire faire des jeux grand public. Donc pour qu'ils soient grand public, il faut sans doute faire des trucs comme tuer des gens. Mais il y a d'autres choses, hein, rassurez-vous. Mais par contre, doubler ça de contenus relativement sérieux qui permettent de découvrir, qui sont autant de portes ouvertes qui vont permettre à des joueurs déjà, par exemple, dans cet exemple-là, si c'est pas le prof qui a découvert Assassin's Creed, c'est peut-être un élève qui est en train de jouer, qui va voir son prof d'histoire le lendemain en lui disant « j'ai vu ça dans le jeu, c'est vrai, c'est pas vrai », créer un dialogue qu'on peut initier avec le jeu vidéo. Ouvrir une page Wikipédia pour vérifier un truc, aller sur un serveur Discord pour poser une question à un spécialiste, c'est vraiment ce genre de choses-là que je voudrais déclencher, quoi. Et ce qui peut se faire aussi sur la base dans d'autres médias, en fait. Hein. Ouvrir ces petites portes. C'est du spectacle. Hein. On est d'abord là pour se divertir, c'est du divertissement. Mais pourquoi pas, si c'est approprié, doubler ce divertissement d'une porte que les gens ouvrent ou n'ouvrent pas d'ailleurs. Hein. La plupart des joueurs ne font que tuer des gens. Qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas vers autre chose. Et autre chose, ça peut être du savoir, mais ça peut être un autre média, ça peut être faire des ponts entre les différentes formes artistiques, les différents contenus, quoi. Assez abusivement, ils présentent quand même ça comme un musée sur le site internet Ubisoft. Mais bon, c'est une autre histoire. On vient de passer 1 heure ensemble. On peut sans doute vous donner la parole et vous inviter à partager un témoignage ou à poser une question pendant le temps qui nous reste avant la fin de la rencontre. Est-ce que quelqu'un voudrait lancer le... Ah, au fond là-bas, je vois. Avant-dernier rang. Bonsoir, merci déjà des différentes interventions. C'était premièrement une remarque, j'ai pris des petites notes, et deuxièmement une question, mais je commence par la dernière vu qu'on s'est un peu arrêté sur la question du jeu vidéo et vous aviez commencé à le dire tout à l'heure, il faut prendre en compte le fait qu'on a beaucoup parlé du public, du spectateur, qu'il y a en fait... qu'il y a un danger de cet emploi de la neutralité en disant le public, notamment sur la question du jeu vidéo. Aujourd'hui, on sait que dans les tentatives toujours d'immersion, notamment dans les jeux vidéo de réalité virtuelle, qu'il y a un type de public, notamment les personnes sexisées, qui ont déjà été victimes d'agressions. Donc ça fait aussi penser la manière dont on va, encore une fois, mettre des outils pour une expérience immersive où on ne se fait pas agresser. On a beaucoup parlé... Vous avez beaucoup parlé de la question de l'immersion, mais je trouve qu'il y a eu peut-être un manque d'immersion en dehors de l'espace, en tout cas d'un espace institutionnalisé. Parce que moi, à la lecture de ce thème, j'entendais l'immersion dans son sens un peu sociologique, de faire une autre expérience, mais une expérience non théâtralisée, d'où je trouvais un peu cocasse le choix de dire...
entre immersion et théâtralisation, et j'avais trouvé aussi qu'il y avait qu'on n'avait un peu pas assez, en tout cas à mon sens, abordé l'aspect théâtralisation de cette immersion, parce que déjà franchir le seuil d'une institution, sachant que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de soit la proximité géographique, et des fois ça coûte de l'argent de franchir le seuil des institutions en question, que eh ben, même dans la perspective de créer une expérience immersive, eh ben, on est déjà dans une forme de point de vue, de quel point de vue, et on sait que même si toutes les personnes qui vont participer à cette expérience immersive ne vont pas ressortir avec exactement l'idée que la metteuse en scène, si je peux utiliser ce terme, avait en tête, mais en tout cas qu'une grande majorité des personnes, en fait, voilà, on a son petit canevas on espère que la personne sortira avec ça, c'est ça, et on a toujours un point de départ de, ok, si généralement quand je vais, prenant l'exemple des musées, ça se fait de droite à gauche, et ben pour créer une expérience immersive alternative, je vais faire en sorte que ça se fasse de haut en bas ou de gauche à droite. Ça reste toujours par rapport à ce... J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Merci. Oui. Macha Makeye va vous répondre. Là, vous touchez un point qui nous est très cher, je pense. C'est-à-dire, nous avons une éthique. Et derrière tout ça, il y a une éthique qui est justement casser l'intimidation, le fait de passer la porte. C'est pour ça que c'est très ouvert. Et je parle vraiment de l'institution elle-même, et puis après des artistes dans l'institution, où on partage cette même éthique. C'est-à-dire, moi, quand je fais une exposition, je vous dis, j'ai vraiment envie que tout public vienne. Et quelquefois, ça peut même nous être reproché d'être si ouvert. J'y tiens beaucoup. L'entre-soi ne m'intéresse absolument pas. Que des gens très cultivés, qui aiment profondément le savoir, y trouvent leur compte, c'est la moindre des choses. Mais que nous soyons, ça c'est vraiment une éthique chevillée au corps, que ce soit ouvert à tous. Et quand dans une exposition, je vois les écoles arriver des banlieues marseillaises, des quartiers, comme on dit chez nous, voilà, j'ai fait aussi mon travail. Là, c'est ce que disait Mourad, c'est-à-dire qu'on a aussi il y a aussi dans nos démarches quelque chose vraiment de très important, d'une démarche humaine, et j'allais dire humaniste, même si c'est là aussi un mot qui est mis en cause, mais que je revendique totalement. Donc sachez que, bien sûr, là on utilise des concepts, on raconte des choses, mais sachez que on garde ça vraiment. À chaque fois qu'on aborde une scène, quelle qu'elle soit, on pense à cette démarche-là qui doit appartenir. Je veux dire, l'élitaire pour tous, c'est quelque chose qui nous est très précieux, surtout dans les institutions publiques. Voilà, ça c'est quelque chose, je voulais vraiment insister là-dessus. On n'est pas là pour uniquement une espèce de narcissisme et des aveux très personnels. Ils ont lieu, les aveux personnels ont lieu. Comment faire autrement? Mais le partage est notre grand souci. Le public est mon beau souci en ce qui me concerne. Est-ce qu'une autre question? Oui, au milieu de la salle. Merci. Je voulais revenir sur une phrase que vous avez beaucoup dit pendant vos différentes interventions. C'était cette idée de se mettre à la place du public pour réussir à faire passer donc des informations de façon plutôt implicite et de ne pas avoir à mettre du texte dur, que ce soit dans des jeux vidéo ou dans les musées, etc. Mais je trouve qu'on a eu un beau contre-exemple tout à l'heure avec le musée des Confluences sur l'exposition dans laquelle il fallait se mettre à la place du photographe et en fait où les publics n'ont pas compris. Donc, est-ce que vous avez, comment est-ce que vous arrivez à poser le curseur entre l'implicite et l'explicite, en sachant qu'effectivement, on a un panel de public qui est super large, de l'enfant au néophyte, à l'érudit, et se dire, OK, le message implicite va passer, ou en tout cas a de grandes chances de passer, malgré toute cette diversité et la subjectivité de chacun. Moi, j'ai un exemple assez précis avec Exographeur, là, notre jeu dans lequel on veut parler de sciences hyper compliquées et donc pendant toute la création du jeu, on ne savait pas répondre à votre question.
On a hésité entre en mettre beaucoup, pas beaucoup et tout ça. Et effectivement, tout est question de curseur. La façon qu'on a eue de répondre à cette question, et je pense que ça c'est généralisable, c'est d'essayer en fait. C'est-à-dire d'essayer avec des gens, des vrais gens, de différents horizons, de voir si ça passe pas, faire des tests, quoi. Donc nous on appelle ça des playtests dans notre média. De voir, de mesurer. Alors nous c'était vraiment très clé dans tout notre jeu. Là, cette question-là était vraiment au centre du truc, quoi. D'écouter donc on a essayé avec des enfants, avec des spécialistes du domaine, avec des gens qui n'y connaissaient rien, des littéraires, des scientifiques plus durs et tout ça. Enfin, on a essayé de mélanger ça. Alors évidemment, ça prend du temps. On n'a pas forcément le temps de le faire assez pour essayer de récolter le plus de matériel possible pour modifier, faire des choix. C'est-à-dire peut-être à un moment, il faut abandonner une cible parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas conciliable avec une autre cible. Le point clé, c'est vraiment de tester. Et de tester avec des vrais joueurs. Et puis à un moment, de tester avec les diffuseurs. Alors ça, c'est embêtant parce qu'on ne soit pas forcément d'accord. On n'a pas forcément les mêmes objectifs avec un diffuseur. Le diffuseur, il veut vendre beaucoup. Bah, nous aussi, évidemment. Hein, mais il y a peut-être des considérations plus éthiques, justement, chez les créateurs. Et donc pareil, le diffuseur... Moi, quand je suis allé voir mon diffuseur, j'avais pas la fin de la réponse à la question. Je lui ai dit, voilà, moi je propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le bon curseur? Est-ce qu'on l'a mis au bon endroit? Ou est-ce que personne va acheter le jeu, quoi? Et donc voilà, la réponse pour moi, c'est vraiment de tester avant de sortir le produit fini, quoi, d'essayer de s'informer pour essayer de répondre à cette question-là, quoi. Oui, dans l'exposition, il y a toute forme de texte. Évidemment, dans un musée comme Confluence ou au Mucem, ou dans tant de musées, les sciences humaines doivent s'exprimer. Il faut vraiment les défendre plus que jamais aujourd'hui. Et voilà, les textes participent de ce partage-là. Mais il y a des choses aussi... Bien sûr, on propose l'éloquence par la sensibilité, par presque la sensibilité. Vraiment presque quelque chose sur la peau. Hein, mais il y a aussi les formes littéraires. Il y a aussi des bribes de textes poétiques ici ou là. Les gens les emportent très facilement. Et je pense que parler par le biais des poètes, par exemple, me paraît aussi important que par les sciences humaines. Et c'est pas incompatible, et c'est pas contradictoire. Tout à l'heure, dans notre discussion avant de vous rencontrer, on disait combien la physique et le poétique... Moi, je n'ai pas du tout de base scientifique et j'adore écouter les émissions de physique parce que j'ai l'impression que ce sont des poètes et des poétesses qui me parlent. Et tout d'un coup, ça se reconstitue. Alors, évidemment, dans une autre forme d'imaginaire, probablement, qui les surprendrait beaucoup, mais peu importe, on est en phase. Eh bien, dans le public, enfin, dans ce que nous essayons d'échanger, parce que nous sommes aussi publics, dans ce que nous essayons d'échanger, c'est ce lien-là, c'est que le poétique, le scientifique, les sciences humaines, le son, tout ça ne font qu'une seule et même chose, qui vous accueille, qui vous attrape et qui vous transporte. Voilà, on le tente. Pour moi, la question du public, c'est un moteur. En fait, j'ai pas connu la danse en passant par le conservatoire. J'ai connu la danse en la pratiquant d'abord dans la rue. Et effectivement, l'institution, pendant très longtemps, pour moi, ça a été une défiance parce que je ne connaissais pas. J'en avais la trouille. Enfin, c'était un peu un monde inconnu. Et donc, quand j'ai fait le premier pas dans l'institution, du coup, j'ai appris, j'ai rencontré, j'ai découvert. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en pratique, en place, ma citoyenneté, mais ça, c'est la chance des rencontres, et donc aujourd'hui, quand je crée, de toute évidence, je m'interroge sur la question de qui il y a dans la salle, et je sais combien, quand on ne connaît pas, on n'ose pas, on ne veut pas aller voir parce qu'on pense que ce n'est pas son monde, parce qu'on pense que ce n'est pas pour soi, etc. Et donc peut-être que instinctivement, j'ai travaillé des spectacles qui s'adressaient
j'ai essayé, en tous les cas, à tous. On me l'a parfois reproché, soit la facilité, soit le divertissant, soit je sais pas quoi. Mais au fond, ça m'était égal parce que le défi, parce que c'est un défi d'essayer de toucher un public le plus élargi possible, des passionnés de danse comme des novices, et donc c'est pour ça que si vous avez l'occasion de voir mon travail, j'essaye de travailler sur une espèce d'alchimie où à la fois il y a quelque chose de spontané, de généreux, qu'on retrouve beaucoup dans la danse hip-hop, qui est dans le partage. À la fois, il y a de l'exigence, parce que les chorégraphies, c'est pas quelque chose, c'est du temps, c'est de la peur, c'est du doute, c'est-à-dire que j'essaie d'écrire un petit peu ma chorégraphie. À la fois, il y a un travail avec toute une équipe, le scénographe, l'éclairagiste, les costumiers, etc. C'est tout un travail. Donc il y a l'exigence. Il y a aussi la transversalité, c'est-à-dire on n'est pas que dans la danse hip-hop ou qu'il y a un dialogue entre différentes techniques de danse. Il y a une musique qui est une musique que j'appelle souvent musique du monde, où on voyage. En fait, toute cette alchimie, finalement, me permet d'une certaine manière de partager avec le public quelque chose d'assez large, ou ce que je disais tout à l'heure, où chacun, en fait, finalement, il va aller piocher quelque chose. En tout cas, ça, c'est un vrai bonheur de sentir qu'à un moment, on a une personne qui n'est pas de ma génération, qui n'a pas la même histoire que moi, etc., qui va me dire j'ai eu telle ou telle émotion, j'ai été touché à cet endroit. Ou un petit jeune qui arrive avec sa casquette, qui me dit ça, c'était génial parce que je sais pas quoi. Donc c'est un vrai challenge, mais quel bonheur de sentir dans la salle comme ça cette mixité de public. Et j'ai la chance, finalement, d'avoir connu la danse hip-hop et d'avoir ce parcours comme ça un peu singulier, un peu différent d'un cursus de danseurs, de danseuses. Donc ça m'a amené à avoir une démarche, encore une fois, qui est une démarche où il y a ce défi artistique, parce qu'il faut se renouveler, et en même temps de sentir que il y a dans la salle des publics divers qui partagent la même émotion. Donc c'est un vrai challenge. C'est pas facile, hein, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui m'anime à chacune de mes créations. Alors que j'ai des collègues, chorégraphes, artistes, qui pour le coup vont dire mais moi ça m'est égal. Moi j'ai quelque chose dans ma tête, je le partage tel qu'il est, on aime ou on n'aime pas, c'est pas mon problème. Après c'est respectable, mais je suis pas à cet endroit. Moi au contraire, la question du public est un point important. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, au fond là-bas. Bonjour, Jonathan Richer du studio Theories. Moi, c'était plutôt pour appuyer cette remarque sur le test, parce qu'en effet, quand on fait des dispositifs interactifs ou quand on implique les utilisateurs et les visiteurs, des fois on peut être surpris sur les comportements. Et j'ai une petite anecdote où on a été amené à travailler sur un centre gérontologique avec notamment des publics qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer. Et de manière implicite, on avait fait des petites patates au sol, des petits ronds lumineux où en fait, quand on projette ce genre de visuel assez simple, un enfant va courir dessus, sauter dedans. Là, on s'est aperçu que c'était radicalement l'inverse. Ils en avaient peur. On affichait la patate et ils avaient peur, ils se reculaient. Et là, franchement, si on n'avait pas fait ce test-là avant la réalisation, on serait complètement planté. Alors, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de personnes d'Alzheimer dans les musées, mais c'est plus pour insister sur ce test où, en fait, selon les publics et les codes qu'ont les publics, c'est important de tester en amont. On a eu l'expérience aussi sur des œuvres lumineuses dans les Fêtes des Lumières à l'étranger, notamment à Jérusalem, où là, il n'y a pas les mêmes codes, ils viennent toucher, ils se mettent à ramper sous l'installation, à se prendre en photo, en selfie au milieu. Enfin, ouais, donc du coup, c'est important, selon où on est, et de bien traiter les publics et de concevoir les installations en conséquence. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce... Non ? Non ? Pas de dernière question ? Non ? Bah écoutez, merci à tous les trois. Merci à toi. Musée des Confluences.